Donc aujourd'hui, nous recevons Anna Ciurlio, qui est une ancienne doctorante du LESIA, du pôle HRA. Donc elle a soutenu en 2015. Depuis, elle est en postdoc à UCLA, où elle continue à étudier le trou noir au centre de la galaxie. Et je te laisse la parole, Anna. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci. Alors, je vais aller en présentation. Très bien. Alors, merci à tous pour m'avoir. Ça me fait plaisir. C'est dommage que je ne puisse pas être là-bas de personne, mais la pandémie me l'empêche. Mais aussi, c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'être avec vous aujourd'hui, comme sinon j'aurais dû prendre un très long vol. Et alors, merci aussi pour l'introduction. Je suis maintenant un Research Assistant à UCLA. Je viens de changer ma position et je voulais juste vous présenter mon travail que j'ai fait dernièrement. Alors, ici, il y a un petit résumé de ce que je veux parler pendant cette petite heure. Je vais commencer par présenter les centres galactiques, même si beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, mais juste un petit rappel. Et je vais me concentrer surtout sur deux objets intéressants, J1 et J2, sur lesquels certains au pôle HRA ont déjà travaillé aussi. Et je veux parler des données qui ont été prises dans le cadre de travail de UCLA sur les centres galactiques avec les télescopes Keck. Avec cette observation, j'ai pu découvrir d'autres sources qui paraissent à J1 et J2 et du coup avoir des conclusions intéressantes sur la possible formation de ce type d'objets. Je vais aussi parler d'un autre objet intéressant de comment ces objets peuvent se connecter ou pas au flux d'accrétion sur le trou noir. Et ensuite, je vais faire une petite parenthèse sur les gaz à l'échelle un tout petit peu plus large, que c'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse et je continue de travailler maintenant. Alors, allons-y, les centres galactiques. Bien sûr, centre galactique signifie choses différentes pour des personnes différentes. Pour moi, c'est vraiment les parsecs centrales. Cette image, c'est juste une image de deux lasers de télescope Keck qui pointent vers le centre de la galaxie. Mais l'échelle qui m'intéresse commence environ ici, à quelques parsecs du centre. Alors, c'est une région extrêmement extrême. Il y a énormément d'étoiles, beaucoup plus que dans l'environnement, bien sûr, du système solaire. Il y a plusieurs populations stellaires. La plupart des étoiles sont des étoiles rouges géantes, mais la plupart de la radiation vient des étoiles plus jeunes qui sont de type OB ou Wolf-Rayet. La population stellaire est organisée environ dans deux systèmes à cette échelle, un cluster d'étoiles jeunes et un disque d'étoiles jeunes. En regardant les étoiles qui tournent tout au centre, on a pu découvrir qu'en fait, le centre de la galaxie auberge un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil, qui n'est pas très actif. Maintenant, cette petite animation vous montre comment les étoiles vraiment au centre orbitent les trous noirs sur l'échelle d'une quinzaine d'années. Et c'est ça qui nous a permis de démontrer qu'il y avait un trou noir au centre de la galaxie, ce qui a été reconnu par les prix Nobel l'année dernière. Au niveau du gaz, à la même échelle, il y a plusieurs structures à grande échelle et la plus prominente, c'est les disques circumnucléaires, qui est le plus grand réservoir des matières proches du trou noir. C'est un disque qui est, c'est plutôt un anneau fait de gaz neutres qui est en rotation à peu près circulaire autour du centre. À l'intérieur du CND, puisque c'est nucléaire, la cavité centrale est ionisée par les étoiles qui se trouvent au centre dans les clusters de jeunes étoiles. Ensuite, il y a du gaz moléculaire qui est en chute vers le centre le long des bras de ce qu'on appelle la mini-spirale, composée de ces trois bras. Ensuite, dedans la cavité centrale, pendant ma thèse, j'ai découvert qu'il y a de l'hydrogène moléculaire éparpillé dans toute la cavité d'origine encore inconnue et je vais revenir sur ça plus tard. Maintenant, je voulais me focaliser un petit peu plus sur vraiment les quelques arcs de seconde centrales où il y a une population de jeunes étoiles, les étoiles S, qui orbitent autour du trou noir et qui sont celles qu'on a utilisées pour démontrer l'existence du trou noir. Mais ces étoiles d'origine pas très claire parce que c'est inattendu d'observer des étoiles si jeunes, si proches du trou noir qui devraient inhiber la formation d'étoiles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les paradoxes de jeunesse. Utiliser cette étoile, ça nous a permis
au groupe du UCLA et en parallèle le groupe de Gravity OMPO et Paul Achera de tester la relativité générale avec la détection de redshift gravitationnel il y a 1 ou 2 ans. Mais il n'y a pas que les étoiles qui tournent autour du trou noir. Il y a aussi des objets qu'on appelle G1 et G2 qui ont été découverts G1 au Paul Achera à UCLA et G2 au MPE, qui sont des objets qui apparaissent comme des nuages de gaz. Ici, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous parler de ce qu'ils sont et de l'hypothèse qui ont été présentées pour expliquer leur existence et leur développement. Alors, G1 et G2, tous les deux sont composés de poussières et de gaz. Ils sont assez larges, ils ont une taille d'environ quelques centaines d'unités astronomiques. Ils peuvent passer assez proche du trou noir dans leur orbite, environ entre 100 et 1000 unités astronomiques. Alors, spécialement G2 a été découvert seulement quelques années avant son passage le plus proche du trou noir, ce qui a généré beaucoup d'intérêt parce que c'était l'occasion de pouvoir observer pour la première fois un événement d'accrétion sur le trou noir en direct. Alors, comme G2 et G1 apparaissent seulement comme des nuages de gaz et de poussière, quand on regarde l'émission, la prévision c'était que le nuage G2 allait complètement se détruire alors que ça passait proche du trou noir. Ici, il y a une petite simulation qui vous montre ce qu'on s'attendait à G2 fasse une fois qu'il passait proche du trou noir. Ce qui se passe, c'est qu'en 2014, du coup, G2 est passé très proche du trou noir, mais il a survécu. Il est encore là, il est retourné à être compact alors qu'il s'est un petit peu étalé pendant son passage par gaz. Alors, je vais maintenant vous présenter les hypothèses les plus intéressantes sur ce que ça peut être G1 et G2. Alors, je vous ai déjà parlé de cette hypothèse, que ça soit seulement un nuage de gaz et de poussière sans rien à l'intérieur, qui s'est peut-être formé par collision de vents stellaires. Et il a aussi été proposé plus tard que G1 et G2 soit part d'un filement, et parce que G1 et G2 montrent des orbites qui ont des plans qui sont assez bien alignés, même si pas parfaitement. Alors, la prédiction initiale, c'était que cette nuage allait complètement se détruire, ce qui ne s'est pas passé. Une autre hypothèse, c'est qu'en fait, ces objets cachent dans leur intérieur une petite étoile de laquelle on ne voit pas l'émission parce qu'elle est obscurée par la poussière, mais qu'elle est là et qui garde l'objet compact. Et on peut imaginer différentes faisons pour avoir un objet stellaire encerclé par de la poussière et du gaz. Par exemple, une étoile type Titori qui est en train de perdre de la masse et qui est faisant des collisions avec l'environnement de centre galactique, produit l'émission observée. Si ce type de mécanisme est un jeu, on s'attendrait à voir des objets du type de G1 et G2 aussi ailleurs que centre galactique, parce que des étoiles Titori, il y en a un peu partout, et les phénomènes qui produisent l'émission dans ces cas-là, ce n'est pas unique au centre galactique. Une autre hypothèse, c'est que cet objet soit le produit d'une fusion de binaires. Ce type de mécanisme est attendu au centre galactique par le Eccentric Oscillator Mechanism, qui en fait disent que si on a un système d'étoiles binaires qui orbite le centre galactique, qui orbite un trou noir supermassif, le trou noir supermassif va introduire des perturbations dans l'orbite interne de la binaire qui fait en sorte qu'elle va avoir des oscillations d'excentricité qui vont permettre aux étoiles de s'approcher suffisamment pour commencer à s'arracher de la matière l'une de l'autre et enfin c'est fusionner. Et ce genre d'hypothèse, c'est intéressante parce qu'on s'attend à voir ce type de phénomène au centre galactique et du coup, la présence de trous noirs supermassifs devrait rendre ces processus un peu plus communs. Dans ce cas, bien sûr, encore une fois, on aurait une étoile qui est le produit du fusionnement entourée par du gaz et la poussière qui sont produits pendant ces processus assez chaotiques de formation et de fusionnement. Alors, on s'attendrait encore une fois que G2 survit son passage parce qu'il y a un cœur qui est de type stellaire. Du coup, on peut faire une division entre les différentes hypothèses. C'est en gros nuage purement de gaz contre petites étoiles cachées à l'intérieur des objets. Et du coup, dans celui de gaz, on peut s'imaginer avoir des interactions avec le trou noir, bien sûr. On s'attendrait à que l'objet soit détruit. Et il a été proposé que G1 et G2 soit partie d'un même filament.
de l'autre côté, s'il s'agit d'un corps stellaire caché par de la matière, on peut obtenir ce type d'objet à travers l'enveloppe extérieure d'une étoile jeune ou à travers un fusionnement d'étoiles binaires. Alors, ça, c'est un débat qui a commencé du coup en 2012 et ce n'est pas encore terminé. Maintenant, je vais vous présenter des données que j'ai utilisées pour essayer de contribuer à ces débats. Alors, les centres galactiques a étudié les groupes centres galactiques à UCLA, a monitoré les centres galactiques pendant plus que 20 ans dans l'infrarouge proche en utilisant le télescope Keck à Hawaï. Les données qu'ils ont recueillies sont principalement de deux types. De l'imagerie en bande K et L avec l'imageur NIRC2 et de la spectroimagerie avec les spectromageurs Osiris dans l'infrarouge aussi. Pour l'instant, je vais me focaliser surtout sur les données Osiris, de lesquelles on a 13, maintenant 15 années de monitoring de la même région au centre galactique de 1 ou 2 arcs zégones centrales. Les données de spectroimagerie sont très intéressantes et très riches. UCLA les a recueillies pour mesurer la vitesse radiale des étoiles, en calculer l'orbite et étudier les paramètres du trou noir. Mais comme ces données qui ont 3 dimensions, 2 spatiales et une en longueur d'onde, c'est des données qui peuvent donner des informations aussi sur les gaz. Le problème, bien sûr, c'est que ces données sont complexes parce qu'elles sont en 3 dimensions. Et parfois, c'est compliqué de séparer les différentes composantes de l'émission, spécialement si on regarde des petits nuages, des choses comme ça. Alors, ce que je fais, c'est d'analyser ces 13 années des données à travers cet outil qui s'appelle Australis Vol, développé par Andy Campbell, qui est un astronome au Keck Observatory. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un cube centre galactique observé autour de l'arrêt d'émission de l'hydrogène par Keck gamma à 2,16 microns. Ce qu'on obtient, c'est ça. Ça, c'est la visualisation du cube en 3 dimensions. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est se concentrer sur l'émission du gaz. Alors, je vais soustraire les continuums. Ce qu'on obtient, c'est ça, c'est l'émission par Keck gamma. Et la chose intéressante, c'est qu'avec cet outil, je peux faire tourner mon cube dans toutes les directions, ce qui m'aide à séparer les différentes composantes qui peuvent parfois être superposées dans l'espace de dimension, l'espace physique, mais qui ont peut-être des vitesses radiales différentes qui permettent de les séparer dans Australis Vol. Comme on a 13 années des données, on peut voir comment ces petits nuages de filaments de gaz évoluent au cours du temps. Alors, en fait, en utilisant cet outil, j'ai pu identifier 4 objets qui apparaissent comme des nuages, qui sont assez compacts et qui sont en orbite autour du trou noir. Ici, si on veut un latéral du cube coupé autour de Keck gamma, l'émission assez forte que vous voyez au centre, c'est proche de la vitesse radiale égale à 0 et ça vient d'une émission qui est probablement superposée au centre galactique, c'est-à-dire soit sur les fonds ou entre l'observateur et les centres galactiques, mais ce n'est pas forcément au centre galactique. Ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces petits nuages compacts, G3, 4, 5 et 6, qui s'appellent de cette manière parce qu'ils présentent les mêmes caractéristiques que G1 et G2. Ce travail, ce que je vais vous présenter tout de suite maintenant, a été publié sur Nature l'année dernière. Certains des objets, notamment G3, ont été déjà identifiés, mais les autres sont nouveaux. Et on a du coup maintenant 4G plus G1 et G2, 6 objets de ce type. Mais je dois terminer de vous présenter les données maintenant. Comme je vous disais, on a 13 années des données. Du coup, on peut voir comme les objets bougent. Alors là, ce que je veux faire, sur la gauche, je vous montre un petit coupe que je fais autour du côté bleu du spectre. Et je veux vous montrer comment G3, 4 et 6 bougent au cours des années. Alors, si vous regardez maintenant l'animation, il y a G3 qui bouge vers les hauts et la gauche, à peu près en direction du trou noir, alors que G4 s'en éloigne et G6 va un peu vers le bas. Il y a cette structure assez prominente qui s'appelle X7, que vous voyez sur le bas, de laquelle je vais vous parler après. Du coup, ne la regardez pas maintenant. Après, je peux faire la même chose sur la partie rouge du spectre. Et là, on a l'objet qui s'appelle G5, qui aussi bouge vers le trou noir supermassif. Alors, les objets bougent. Alors, on peut en mesurer les changements de position année par année, mais aussi ils changent de vitesse radiale.
Par exemple, ici, on va regarder le spectre de G3 au cours des années. L'arrêt que vous voyez sur la droite en noir, c'est l'arrêt correspondant à cette émission étendue qui approche de la vitesse égale à 0 et qui n'est pas au centre galactique, mais est superposée. Ce qu'il faut regarder, c'est l'arrêt en rouge qui montre comme la vitesse radiale des G3 change au cours des 13 années. Et comme vous voyez, ça change d'environ 200 km par seconde en 13 ans. Alors, maintenant, on a les positions de ces objets et on a la vitesse radiale. Du coup, on peut en mesurer les orbites. Ici, il y a un graphique des orbites des G3, 4 et 5 avec G1 et G2 aussi. Dans ces graphiques, la ligne qui est un petit peu plus épaisse, ça vous montre où on a les observations pour G3, 4, 5 et 6. Et le reste des orbites s'est construit de façon que la partie solide de la ligne, c'est entre le trou noir et l'observateur, alors que la partie en pointillé, c'est ce qui est derrière le trou noir. C'est juste pour vous montrer l'orientation à peu près de l'orbite. Et comme vous pouvez voir, ils ont des orbites assez éparpillées. Il y a des différents plans, il y a différentes excentricités, il y a des différentes périodes et tout ça. Cette distribution un peu random des orbites, ça me rappelle un petit peu la distribution des orbites des étoiles S, qui aussi ont des orbites avec des paramètres éparpillés un peu partout. Ce qui veut peut-être indiquer que deux populations sont liées. Mais juste pour faire un résumé rapide des propriétés de tous ces objets, ils sont tous compacts et ils montrent de l'émission en barque gamma sans aucune contrepartie dans les continuums en bande K. Du coup, il n'y a pas d'émission stellaire qu'on puisse détecter. Et ils montrent des importantes vitesses radiales et ils bougent vite autour de trous noirs. Alors, la question est, comme ils ont beaucoup de propriétés similaires, est-ce que G1 à 6 forment une population d'objets qui donc ne sont pas des objets rares qui peuvent se former par des processus inusuels, mais il y a une origine commune et un mécanisme en place pour pouvoir les expliquer. Donner les observations, ce qu'on pense, c'est que les objets G soient faits à peu près comme ça. Ça, c'est juste une impression d'artiste, alors ce n'est pas une image scientifique, mais c'est pour vous donner l'idée. Tout au centre de l'image, il y a les trous noirs supermassifs, et tous ces objets, ces bulles, représentent les objets G, où on imagine qu'il y a une petite étoile de 1 ou 2 masses solaires cachées à l'intérieur, ensuite entournée par de la poussière, représentée en rouge ici, ensuite entournée elle-même de gaz, représentée en bleu-vert ici, qui se forme à cause du rayonnement des étoiles de la masse centrale. Du coup, maintenant qu'on sait toutes les nouvelles choses sur les G2, on va retourner sur les scénarios que je vous ai présentés au début pour voir comment cette nouvelle découverte nous fait raisonner sur la possible origine des objets G. Alors ici, encore une fois, il y a nos scénarios, la partie purement gaz et la partie étoile cachée. Alors, G2 a survécu son approche et des observations récentes ont montré que la partie en poussière est restée compacte tout le long du passage périastre de G2. Et la partie en gaz, c'est un petit peu plus, elle a eu un petit peu plus de stretching, mais elle est revenue à être compacte encore une fois. Ça, c'était présenté dans un article de Gillesen en 2019. Et du coup, il paraît qu'ils doivent y être une étoile au centre pour permettre à G2 de rester compact et aussi à tous ces autres objets d'apparaître comme compacts. L'hypothèse que j'ai un G2 soit sur la même, sur une partie du même plan, ça s'applique pas bien du tout aux autres objets G parce que, comme vous avez vu, les orbites sont tous sur des plans différents. Alors, on peut pas appliquer ce type d'hypothèse. L'hypothèse Titor-Star, ça pourrait s'appliquer. Les étoiles de ce type sont assez communes en général dans la galaxie. Ça n'a pas été démontré si c'est des étoiles qui sont communes aussi au centre galactique. Et on s'attendrait à voir ce type d'objet aussi dans des régions qui ne sont pas tout proches du trou noir supermassif. Et quand on pense à l'hypothèse fusionnement des binaires, en fait, ça fit très bien, ça s'ajuste très bien à les observations qu'on a. Mais avant de voir comment exactement, je voulais juste montrer deux hypothèses bonus qui ont été proposées dans les dernières années quand j'ai discuté ce type de résultats avec la communauté scientifique. Quelqu'un m'a proposé qu'il s'agit des
clumps de matière noire ou des trous noirs primordiaux. Alors, je n'ai pas encore bien pensé à ce type d'hypothèse, mais c'est quand même intéressant d'y penser. Pour l'instant, l'hypothèse qui semble s'adapter le mieux aux observations, c'est l'hypothèse de fusionnement des binaires. Pourquoi? Déjà, on sait par des simulations que les binaires au centre galactique ont tendance à se fusionner tôt dans la formation de binaires. Du coup, comme on s'attend que le dernier événement de formation stellaire soit passé environ il y a 6 millions d'années, observer des objets qui apparaissent comme des objets G aujourd'hui, c'est compatible avec le temps de fusionnement et de formation stellaire. Ensuite, les simulations montrent qu'on s'attend à voir toute une quantité d'excentricité et ce qu'on observe dans les objets G, ici dans ces graphes. C'est aussi intéressant de penser au fusionnement de binaires parce qu'il a été proposé qu'en fusionnant des binaires, on peut rendre l'étoile, on peut faire en sorte que l'étoile apparaisse plus jeune. Et du coup, ça pourrait aider à tenter d'expliquer la paradoxe de jeunesse des étoiles Est, même si ce n'est pas clair combien on peut vraiment rendre une étoile plus jeune avec ces fusionnements. Une autre chose intéressante, c'est que du coup, la distribution des plans orbitaux des objets G, c'est un peu similaire à ce qu'on observe pour les étoiles S. Du coup, on peut s'imaginer que les objets G soient partie de la population des étoiles S, mais de plus basse masse, qu'on ne peut pas observer maintenant avec les instruments qu'on a aujourd'hui, mais qui deviennent visibles quand ils fusionnent sous l'influence du trou noir. Ça, ce serait intéressant parce que ça donnerait accès à une population invisible autrement pour l'instant des populations S. Alors, ça, c'est les objets G. Il y a énormément d'autres petits objets qui orbitent dans le centre galactique. Juste pour vous montrer combien c'est riche, je vais vous parler d'un objet qui est allongé. C'est le même que vous avez vu tout à l'heure sur l'animation des objets G. Ça s'appelle X7 du coup, et a été découvert il y a un petit moment, et il y a récemment des papiers qui en parlent. Et c'est intéressant parce que pas seulement c'est un peu l'aspect d'une comète, au moins ça l'avait quand il a été découvert, mais ça évolue au cours du temps. Alors, une des questions, c'est est-ce qu'il y a une étoile au centre, comme on croit que ça passe pour les objets G? Est-ce que ça fait partie de la population d'objets G, mais avec des propriétés différentes? C'est pas très clair. Ici, je vais vous montrer sur la droite une petite animation des X7, comment ça évolue au cours d'environ 20 années d'observation avec l'imageur MIR2. Et comme vous voyez, ça bouge énormément et ça s'allonge. Je vais vous montrer un peu mieux avec les données OSIRIS et MIR2. Du coup, ici, on va voir sur la gauche l'émission embarquée gamma et sur la droite l'émission en bande L. Comme vous voyez, ça bouge vers les trous noirs et vers les hauts et ça s'allonge. On le voit aussi dans les données MIR2. C'est vraiment impressionnant le changement de forme de ces objets. Alors, la question, c'est bien sûr, est-ce qu'il y a une étoile au centre ou pas? Et un papier récent a proposé qu'il y a une étoile au centre, mais nous sommes encore en train de voir si cela si on croit que là, ça s'applique bien. Et l'autre question est, qu'est-ce que ça produit, cet allongement du gaz qu'on observe, du gaz et de la poussière? Ce qu'on a fait alors, pour essayer de comprendre ça, c'est de mesurer l'orbite de la tête de cet objet, du coup la partie la plus à gauche qui semble être en train d'aller vers les trous noirs. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est produit par un vent qui provient du trou noir supermassif ou par les vents combinés des étoiles Wolf-Rayet qu'il y a au centre? Alors ici, en magenta, vous avez l'orbite. Ce qu'on s'attendrait à observer si la queue de X7 s'était produite par un vent stellaire provenant du trou noir, c'est ça, mais ce qu'on observe, en fait, c'est ça, un orange. Et la direction du vent stellaire dans la région, selon un papier récent de Calderon, c'est aussi assez différent. Alors, ni un vent stellaire, ni un vent en forme de trou noir peuvent expliquer la forme d'X7. Alors, on est encore en train
d'essayer de comprendre cet objet. C'est toutes des analyses préliminaires. Mais en tout cas, c'est intéressant de continuer de les suivre parce qu'on s'attend à qu'ils commencent à se séparer sous l'influence de la gravité du trou noir et potentiellement, euh, ça peut créer des événements d'accrétion sur le trou noir. Accrétion sur le trou noir qui est aussi possible par les objets G parce que à la fois X7 mais aussi les objets G sont assez larges et ça peut être une façon d'amener de la matière sur le trou noir. Par exemple, cela pourrait être à l'origine d'une très forte augmentation de l'activité du trou noir qu'on a détectée en 2019. Ici, c'est des images prises avec NIRC2 en printemps 2019. Je vais vous montrer une petite animation. Alors, comme vous voyez, normalement, les trous noirs, c'est comme ça. C'est vraiment pas très brillant. Mais il y a ces flares très, très, très intenses qu'on a observés. C'est beaucoup plus intense de ce qu'on n'avait jamais observé au centre galactique. Et ça, c'est passé seulement un an après le passage proche de l'étoile SO2 qui a été utilisée pour mesurer les effets de réactivité générale. Et seulement quelques années après le passage des G2, très proche du trou noir aussi. Alors, ça pourrait être l'effet décalé du passage des objets G ou de l'étoile Est. En tout cas, en général, c'est assez difficile de comprendre les flux d'accrétion sur le trou noir. Alors, c'est intéressant de voir ce type d'événement. Un résultat très intéressant a été présenté il y a 1 ou 2 ans par Murchikova. En fait, dans ces papiers publiés sur Nature, les auteurs ont présenté la détection d'une raie de recombinaison observée dans les radios avec ALMA, qui semble avoir deux côtés, un côté rouge et un côté bleu, et deux coups qui semblent être associés à une émission de type disque. Alors, si confirmé, ça serait la première détection de disque d'accrétion sur le trou noir, ce qui ça serait quand même assez intéressant d'observer. Maintenant, cette raie d'émission est une raie qui provient des états assez élevés. Alors, étant donné cette émission, on s'attendrait à voir une contrepartie dans l'infrarouge proche, en particulier dans l'arrêt Bragg-gamma. On s'attendrait en fait à voir un ray Bragg-gamma très très intense. Et comme on a autant de données au centre galactique dans l'infrarouge proche, ce que je fais, c'est de combiner les 13 années des données Osiris que j'ai utilisées pour étudier les objets G pour produire un spectre très haut signal sous bruit de la région, que je vous montre maintenant en orange. Et la région s'identifie sur la gauche avec un cercle orange aussi. Alors, ce que vous voyez en pointillé au centre, c'est une émission qui n'est pas associée avec les centres galactiques. Encore une fois, c'est l'émission qu'on a vue déjà plusieurs fois, qui est sur la ligne de visée ou bien sur les fonds derrière les centres galactiques. Et comme vous voyez, de toute façon, c'est beaucoup plus étroite que la ligne proposée par Murchikova, dont en général, en Bragg-gamma, qui serait d'état beaucoup moins élevé, pour laquelle on s'attendrait à une très forte émission, on ne voit rien du tout. Ces travaux maintenant ont été envoyés à l'Astrophysical Journal et on est en train de faire les processus de review. Du coup, pour vous montrer un petit peu comment c'est surprenant de ne pas observer une contrepartie de cette raie radio, en fait, étant donné l'arrêt en radio, on s'attendrait à cette émission provenant de Bragg-gamma à ce niveau à peu près. Et on peut le calculer en utilisant les coefficients d'émission qui ont été mesurés par Hammer and Story dans 87. Mais ce qu'on observe, c'est plutôt ça. En fait, on n'observe pas une émission, on peut donner seulement une limite supérieure, bien sûr. Mais c'est plusieurs ordres des grandeurs plus bas. Mais c'est compatible avec des modèles qui ont été proposés récemment par Calderon, qui utilisent les vents stellaires pour prédire la formation d'un disque. Alors, vous voyez que l'émission radio, c'est assez surprenante parce qu'on ne voit pas des contreparties infrarouges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a une amplification, c'est ce qui a été proposé par les papiers de Murchikova, où il y a une excitation péculière que je ne comprends pas très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que s'il y avait une amplification de type Maser, on ne s'attendrait pas à observer une structure de type disque, mais plutôt on s'attendrait à voir une source ponctuelle, parce que si on a une amplification, il y a la source en correspondance de trou noir qui en radio est assez forte, qui serait toujours la direction privilégiée pour cette augmentation, amplification de type Maser. Alors, on s'attendrait à avoir seulement une source ponctuelle dans la direction du trou noir. Après, ça peut être aussi que les conditions calculées dans le papier de Hammer Story ne couvrent pas
des conditions extrêmes qu'on observe au centre galactique. Et peut-être qu'il y a quel type de mécanisme qu'on ne comprend pas très bien. De toute façon, notre résultat sur l'arrêt de Barque Gamma, notre non-détection, c'est une constante observationnelle assez forte pour tout futur modèle de flux d'accrétion. Bon, maintenant, on a été très, très proche du trou noir. Alors, pour terminer, on va s'éloigner un petit peu, regarder l'échelle un petit peu plus large. On a parlé de comment c'est compliqué de comprendre les transports des matières sur les trous noirs, mais aussi c'est fondamental. En plus que les centres galactiques, c'est les trous noirs supermassifs les plus proches de chez nous, et du coup, c'est le plus facile à essayer d'étudier. Alors, une chose qui est aussi intéressante, c'est d'essayer de comprendre comment marchent les plus grands réservoirs de matière proches du trou noir, les CND, et comment les gaz passent de CND vers les centres. Pour faire ça, en fait, quand j'étais en thèse ici avec Thibaut Poumard, Daniel Rouen et Yann Clénet, j'utilisais une technique développée par Thibaut qui s'appelle ajustement 3D régularisé, CubeFit, qui tient compte du fait que quand on pense à une émission étendue, les pixels voisins sont corrélés. Du coup, ça ajoute de l'information a priori sur les gradients pour produire des cartes de flux, vitesse et largeur de l'arrêt de H2, hydrogène moléculaire à 2,2 microns, dans la région du parsec central. Et le résultat, c'est ici. Les verts jaunes, c'est l'émission plus forte, les bleus, c'est l'émission plus faible, mais de toute façon, il y a de l'H2 dans toute la région de la cavité centrale. Et du CND, bien sûr, qu'on voit dans les coins en haut à droite. Ce qu'on a pu faire, c'est aussi d'étudier l'excitation du gaz. On a vu que dans les CND, le gaz est thermalisé à de très hautes températures, environ 2000 K. Mais dans la cavité centrale, il y a une très forte déviation de l'équilibre thermodynamique qui n'est pas pour l'instant reproduite par des observations. Alors, ça reste un peu un mystère. Et en fait, récemment, on a posé une demande de temps au James Webb Space Telescope avec l'épaule HRA pour essayer d'investiguer mieux ce type d'excitation, l'origine de CH2 et pour comprendre mieux les mécanismes d'échauffage et refroidissement dans les CND. Une hypothèse pour la formation de CH2 qu'on ne s'attendra pas à voir, je veux souligner, parce que vous vous rappelez que la cavité centrale de CND, elle est réchauffée et ionisée par toutes les étoiles du parsec central. Alors, il y a énormément de radiations, c'est un environnement très extrême, on s'attendrait à avoir toutes les molécules dissociées, ne pas les observer. Une possibilité, c'est que les molécules se forment directement dans la région, dans les couches externes des étoiles, par exemple Wolf-Rayet. Et c'est intéressant que dernièrement à UCLA, j'ai trouvé qu'effectivement, une des étoiles Wolf-Rayet dans la région ont une couche DH2 associée à leurs échelles et aussi de l'émission de Barque Gamma. Alors, c'est encore une analyse en cours parce que c'est une émission assez complexe, faite de plusieurs composantes et plusieurs types de molécules et atomes, mais c'est peut-être prometteur pour essayer de comprendre les mécanismes de formation dans la région. Avec cela, j'ai terminé. Je vais juste vous résumer rapidement ce dont on a parlé. Alors, plus de 20 ans de monitorage du centre galactique m'a permis d'identifier une population d'objets G. Du coup, il n'y a pas plus seulement G1 et G2 qui peuvent être des objets rares qui sortent de phénomènes péculiers qui sont passés au centre galactique. On a besoin d'un mécanisme de formation. Il y a encore un petit peu le débat s'il y a une étoile au centre ou pas, mais le fait que tous les objets ont survécu leur passage proche, ceux qui sont passés proche du trou noir, me fait très fortement penser qu'il y a une étoile au centre. Et ils sont aussi intéressants de suivre, de comprendre mieux pour voir s'ils peuvent amener du gaz sur le trou noir supermassif. Et par exemple, il pourrait être à l'origine de cette émission très importante qu'on a observée du trou noir dernièrement, qui pourrait être associée au passage de G2. Ensuite, l'accrétion sur les trous noirs en général, c'est compliqué à étudier. Il y a eu peut-être la détection pour la première fois en radio de disques d'accrétion, mais on a besoin de mécanismes particuliers pour essayer de les comprendre parce que pour l'instant, il n'y a pas de contrepartie infrarouge, ce qui fait penser qu'il y a quelque chose de plus compliqué en jeu qui est en train de se passer. Maintenant, regardons l'échelle un peu plus large. On peut essayer de comprendre comment les réservoirs de matière se portent autour du trou noir et il y a aussi le mystère de comprendre l'origine de l'excitation du gaz moléculaire dans la cavité centrale de CND.
Puis dans le futur, il faudra continuer à monitorer la région, chercher des objets G aussi ailleurs, par exemple pour tester l'hypothèse de l'étoile Titori, et surtout regarder en différentes bandes pour comprendre bien les éléments chimiques présents, leurs relations, l'excitation et tout ça. Tout ça pour essayer de comprendre les processus dynamiques en place au centre galactique et comprendre l'effet de trou noir supermassif sur son environnement. Et avec cela, je termine et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Anna. C'était très intéressant. C'est un sujet que je connais pas très bien, mais j'ai appris pas mal de choses. Est-ce qu'il y a Bien. des questions vous pouvez les poser directement en vous démutant si vous voulez. Tac. Et moi, j'avais une question sur le disque d'accrétion. En fait, donc c'est assez intriguant, effectivement, de ce que tu racontais, la différence entre ce que voit ALMA et ce que voient les autres méthodes. Est-ce qu'il y a d'autres observations qui sont possibles actuellement qui permettraient de comprendre un peu mieux ce qui se passe? Oui, alors les observations publiées sur le papier Morchikova de 2019 font référence seulement à des cycles d'ALMA et je sais que Morchikova elle-même, elle a des observations de cycle 2 ou 3 ALMA elle est en train d'analyser. Il y a aussi des analyses en cours. Cycle 2 ou 3, ça veut dire avec différentes bases, c'est ça? Donc une résolution différente. Oui. D'accord. Oui. Après, je ne sais pas exactement lesquelles elle a. Je sais qu'elle a d'autres données de la région sur lesquelles elle est en train d'étudier. Et il y a aussi d'autres gens qui ont accès aux données qui sont en train de vérifier les résultats et les analyser, mais il n'y a pas encore eu de publications sur le sujet. D'accord. Et avec JWST, on aurait la résolution d'analyser ce disque ou pas du tout? En fait, la chose, c'est que si on observe en infrarouge, on ne voit rien. Alors, Ouais. il faudrait... Je me doute que, parce que en fait, la résolution de JWST va être similaire à ce qu'il y en a avec Keck ou plus bas, mais c'est vrai que c'est plus sensible, mais quand même, même si on détecte une émission, ça serait tellement plus bas de l'émission qu'on observe en radio que les mystères resteraient quand même les mêmes. Alors, je pense que c'est plutôt prometteur de regarder d'autres données allemandes et essayer de reproduire les résultats en radio. D'accord. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question, c'est Frédéric. Bravo avant tout, Anna, c'est super impressionnant tous tes résultats. Tu disais que je crois que Stéphane et al, là, au MPE, ont une explication pour continuer à défendre le modèle pur gaz pour les objets G. C'est quoi là? Alors, en fait, si je dois être vraiment sincère, dans le papier 2019, il est indiqué que c'est possible qu'il y ait une étoile au centre. Alors, c'est pas très clair pour moi qu'il défend l'hypothèse pour mon gaz. Ce qu'il avait proposé, c'est donc le G1G2 être sur le même filament. Il disait qu'avec cette hypothèse, on pouvait s'attendre que le filament survit parce qu'il ne va pas être tout complètement détruit. Mais je dois dire que je n'ai pas bien compris l'argument qu'il présente pour essayer d'expliquer ça. Mais dans le dernier papier qu'il publie, ils disent que bien sûr, on sait que G2, il y a de la poussière qui reste compacte le long de tous les transports, étant donné la résolution qu'on a, mais les gaz, bien sûr, ils s'étalent un petit peu. Et c'est en fait les papiers où ils disent d'avoir détecté le drag force de trou noir sur l'orbite des G2. Ils disent du coup que le gaz n'est pas lié à G2 pendant les passages proches du trou noir, ce qui est possible parce que de toute façon, c'est juste les couches externes qui sont en gaz. Et ils disent que c'est donc pas exclu qu'il y a une étoile au centre. Alors, c'est pas admettre qu'il y a vraiment une étoile au centre, mais je trouve que c'est quand même assez prometteur parce que je trouve que c'est vrai que le gaz n'est pas lié vraiment à l'étoile, qui n'est pas suffisamment forte pour éviter les forces de marée de trou noir, mais quand même le fait que maintenant G2 encore une fois compact, il a réformé son enveloppe de gaz autour, c'est quand même très indicatif que je pense qu'il y a vraiment une étoile au centre. Alors, c'est pas très clair s'ils disent qu'ils défendent encore l'hypothèse pour mon gaz ou pas, mais voilà. Merci. Thibaut Pomard propose que c'est un vaisseau spatial comme Oumuamua. Voilà.
Mais oui, 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 super. Alors, je vais l'ajouter à l'hypothèse bonus un peu exotique de trou noir primordial, petit nuage de petit gros mot de matière noire ou vaisseau spatial. Voilà, on attend son livre publié bientôt. S'il y a d'autres questions? Juste peut-être pour continuer là sur cette hypothèse de grumeaux de matière noire, moi je trouve ça marrant. On a une idée de la masse de ce grumeau de matière noire du coup? Ouais, bon, non, c'est compliqué parce que, alors, c'était juste quelque chose que quelqu'un m'a proposé lors d'une présentation ailleurs. On n'en a pas discuté beaucoup, mais c'est vrai qu'on peut avoir des groupements assez petits de matière noire et peut-être ils sont suffisamment massifs pour faire la même chose qu'on pense l'étoile est en train de faire, de garder ces gaz et cette poussière autour. Mais je dois dire que je n'ai pas fait des modèles, j'ai pas pensé très profondément à l'option, mais c'est pas impossible parce qu'on s'attend à avoir des petits grumeaux de matière noire qui juste sont très difficiles à détecter parce que justement ils sont trop petits, on peut pas faire des LMT gravitationnels avec ce type de matière noire. Mais du coup, peut-être une matière noire avec une masse justement équivalente à une masse solaire ou quelque chose comme ça pourrait faire le même effet de l'étoile qu'on ne voit pas. Mais non, je ne sais pas si on s'attend à voir ce type d'objets qui retiennent de la poussière ou du gaz autour, ça je ne sais pas, mais voilà, c'est une hypothèse intéressante. Ok.